Chers amis du Conspiratorium, bonjour, je suis votre frère Bertin Bahaya, né de père et mère congolais dans la zone d'Idjouï, le territoire d'Idjouï, qui est l'île la plus grande en RDC et on dit qu'elle est la deuxième en grandeur en Afrique après Madagascar. Ça se retrouve au milieu du lac Kivu, entre les deux villes Bukavu et Goma, à l'est de la RDC. Voilà d'où je viens et je suis fier d'être de là. Je suis Muhavu, nous parlons Kihavu. Voilà que ça fait longtemps. Au mois de juin, quand notre soldat d'élite, Madame Kaykwamba Wagner, a été signé ses accords avec le représentant rwandais à Washington, on nous avait promis que les jours qui suivaient, 2 semaines après, donc vers le 15 juin, que les deux présidents respectifs, rwandais et congolais, allaient se rencontrer pour signer les accords finaux. Et puis, on nous dira que pour contretemps totalement technique, que ça irait vers le 28 du même mois. Et quelques temps après, on nous dira qu'il y a des touches à refaire, que ça devait aller vers le 15 juillet. Et auprès du 15 juillet, on nous dira, ne vous en faites pas, ça va bien aller, c'est presque fini, ça va aller à la fin du mois de juillet. Maintenant, nous sommes rendus au mois d'août, en plein milieu du mois d'août. Et rien n'est signé. On dirait que même rien n'est proche d'être signé. À qui ça profite? Pas à la RDC. Ça profite au Rwanda et surtout à ceux qui tirent les ficelles de tout ça. Nous avons le médiateur, les États-Unis, qui ce sont eux qui sont à la base de ce qui est arrivé au Congo depuis les 30 dernières années. C'est eux qui tiraient le grand bénéfice de tout ça. Bien entendu, le Rwanda est gagnant sur tout le plan parce que le Rwanda ne perd rien, récolte et partage entre ses sponsors et d'autres Africains. Pour cause, vous n'aviez jamais vu un seul président, une seule grosse personnalité d'Afrique qui s'était insurgé contre ce qui arrivait à la RDC et aux Congolaises et aux Congolais. Et jusqu'à présent, il n'y a eu qu'un seul président qui récemment en a parlé, c'était le jeune président burkinabé Ibrahim Traoré, qui a un peu parlé des souffrances des enfants du Congo. Mais le reste d'Afrique s'en fout de nous. Le plus gros problème reste encore à l'intérieur de la RDC, où les grands décideurs, les membres de l'État profond de la RDC, c'est que le gouvernement permanent, ça veut dire ceux qui sont dans l'administration, la politique, le service d'intelligence, l'administration, tout cela qui travaille dans l'ombre depuis, eux ne changent pas, que le président change, que les députés changent, eux ne changent pas, ils sont toujours là. Ceux-là, ils sont de mèche avec l'ennemi, ils tirent leur épingle de jeu et vous dites que ça reste comme ça. Et surtout que probablement, nous pouvons leur imputer mauvaises intentions, que probablement, ils auraient des promesses. Qu'advienne que ce pourra, ils auront toujours leur part du gâteau. Et part du gâteau, en a parlé le Monseigneur Ambongo, qui parlait du partage du gâteau. C'est pour cela, n'ayant pas sa part du gâteau, ou ayant perdu sa part du gâteau par des forces des écoles fictives, enseignants fictifs, étudiants fictifs, tout. Et les fonds qui étaient alloués à ces études, il les a perdus, alors il a perdu son morceau de gâteau et qu'il veut le reprendre, donc en faisant revenir au pouvoir les décideurs d'hier. Ainsi, l'Église catholique, par son ambongo national, s'est rallié tout de suite au mouvement insurrectionnel, non, pas au mouvement insurrectionnel, ou plutôt aux forces d'invasion. Forces d'invasion qui sont à l'Est. Donc M23, AFC, Mombondo, je ne sais quoi, tout ce qui est comme force du mal, l'Église catholique de Ambongo s'est ralliée à eux, jusqu'en allant non seulement rendre hommage
au sanguinaire assassin Kabila, mais allant chez lui manger et se pavaner, prendre des photos de famille, aller pleurer les morts rwandais, tout en ignorant les morts congolais. Et pourtant, nous, au Congo, nous avons perdu plus de 15 millions. Le Rwanda aurait perdu à peu près 300 000 dans son génocide. Ce qui fait que moi je m'inquiète encore, et je leur ai dit, le Rwanda tient toujours le gros bout de bâton. Et aussi longtemps que le Rwanda maintient sa puissance militaire au-dessus de notre tête, nous n'allons pas négocier à chances égales ou à armes égales. Le Rwanda s'imposera toujours. Pour ajouter l'insulte à l'injure ou l'injure à l'insulte, nous voyons le président kenyan Ruto qui se décide qu'il va nommer un représentant diplomatique à l'est de la RDC. En même temps, un certain drapeau apparaît avec l'état du Kivu dessus. Moi, je m'insurge contre tout cela, car je suis congolais et je le reste. Moi, je suis pour l'unité nationale, je suis pour la paix dans mon pays, et d'aucune manière, alors aucune manière, je peux accepter les forces de l'invasion, de quelque nature qu'elles soient. Et c'est la raison pour laquelle, quand bien même il y ait des faiblesses patentes du côté du gouvernement de la RDC, je leur apporte mon soutien pareil. Je n'ai pas d'autre choix que je me donne, si ce n'est que celui-là. Tout ce qui se passe en RDC se décide ailleurs. Et le seul Congolais qui se bat pour que les choses changent, c'est Félix-Antoine Tshisekedi. Il est trahi par ses généraux, il est trahi par, quand je parle de ces généraux, il ne manque pas un ou deux qui sont loyaux, il est trahi par ses administrateurs, il y en a toujours un ou deux qui sont loyaux, il est trahi par les députés, il y en a toujours un ou deux qui sont loyaux à la RDC. Il est même trahi par ceux-là qui avaient dit qu'ils lui réitéraient leur loyauté. Vous vous rappelez la caméra au Mongaliema? Juste avant que certains jeunes ne deviennent présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat. Vous vous rappelez? Bonjour, monsieur le président. Loyauté réitérée. Et j'avais fait une vidéo qui montrait qu'il n'y avait pas de loyauté. Si vous allez là-bas, vous regardez ma vidéo qui est arrivée en ce temps-là, vous verrez que tout ce que j'avais dit arrive exactement comme cela. Parce qu'on n'a pas besoin d'être super intelligent pour le voir. On n'a pas besoin d'avoir une boule de cristal. Tout est devant nos yeux, on l'observe, on les écoute, ces gens-là parler, on les voit agir, on tire les conclusions. Donc même si je suis chauve, je n'ai pas plus de sagesse que vous, ni d'intelligence non plus. Mais nous observons et nous voyons. Nous écoutons, nous concluons. C'est ça. Tout ce que vous voyez, il n'y a personne qui fait les nouvelles. Les nouvelles sont juste devant vous. Que nous venions les répéter sous d'autres angles, ou que nous mettions du français à la place d'anglais, ou d'anglais à la place du français, que nous parlions comme des Européens ou Africains, on ne change rien. Tout est là. Ce que nous pouvons avoir en nous, et ça nous appartient, c'est notre patriotisme, c'est notre dévotion pour notre pays. C'est la seule nouveauté que nous pouvons avoir. Et c'est ça qui nous manque, nous Congolais. Il n'y a aucun peuple qui peut perdre de guerre si il reste uni. Les batailles, on peut en perdre dans le processus, mais perdre la guerre, jamais, quand on est unis. C'est ainsi que les Sud-Africains n'ont pas perdu contre les Boers. C'est ainsi que les Burkinabés tiennent contre Vazemare aujourd'hui.
Les Maliens tiennent contre Vazemara aujourd'hui. Tous ces pays-là tiennent parce que le peuple se serre les coudes et se battent côte à côte contre le mal. Maintenant, vous vous transposez à RDC, ça change tout. C'est la mangécratie. Tout le monde cherche à tirer la couverture de son côté, noyer le voisin ou la voisine, afin qu'il puisse être le meilleur ou au-dessus de l'autre. Quant à ce qui va arriver au pays, ils s'en foutent. Quant à ce qui va arriver au reste de la population, ils s'en foutent. J'ai écouté M. Mounana, le franco-camerounais, qui disait, c'est que je répète là, parce que là je vais le paraphraser, il dit, le peuple congolais n'a pas compris qu'il est seul contre tous. Et qu'à l'intérieur, il se fragilise lui-même par des trahisons, des laxismes, de fantaisie, tout ça. Et que nous devrions être sérieux si nous voulons sauver notre pays. Et le sérieux commence par le combat d'ensemble contre les ennemis. Je ne sais pas pourquoi les autorités congolaises ne trouvent pas qu'il faut imposer certaines règles, qu'il faut, quand bien même on serait appelé dictateur ou cela, si la population voit du sérieux, elle va être avec vous. Hier, il y a quelqu'un avec qui j'étais, un professeur, j'étais avec lui au téléphone, un professeur congolais qui est à Kinshasa, qui me dit qu'on dirait que Tshisekedi c'est juste dit, ok, je me résigne, advienne que pourra, j'attends 2028, je prends mes bagages, je pars avec ce que j'ai pu accumuler pour moi-même et ma famille. Et pourtant, ce professeur-là, c'est quelqu'un qui soutenait Tshisekedi, et peut-être qu'il le soutient encore, mais il s'est dit, il est découragé. Parce qu'il ne peut pas concevoir, il dit, je vais juste donner l'exemple, Bertrand, je vais juste donner l'exemple de quelque chose de si banal comme la circulation routière. Le président voit la merde qui se passe. Lui, quand il va circuler, il y a les forces de l'ordre qui se mettent sur les artères de la capitale par où il va passer pour les dégager. Mais il connaît la réalité parce qu'il a vécu là toute sa vie. Pourquoi il ne combat pas ça? On ne comprend pas. Alors il dit juste pour ça, il dit, moi sortir de chez moi en auto, je n'ai même pas envie d'aller me promener en ville ou passer par là. Je sors en auto, tourner un peu dans mon quartier et revenir. C'est tout ce que je peux. Sinon, ça me prendrait 3 heures de temps pour me rendre à l'épicerie qui se retrouve, donc l'alimentation qui se retrouve à 15 km. 3 heures de temps. On en a marre. Il dit, regardez la corruption qui se passe. Il combat la corruption à gauche, il récupère l'argent, il le ramène dans la caisse et ça se reprend le même jour, quelqu'un le vole et puis ça passe. Puis il me dit, regarde ce ministre de la Justice. Juste parce qu'il a combattu les antivaleurs, quand il a pris les commandes au ministère de la Justice, on est en train de les découper en morceaux devant le président de la République et il ne réagit pas. Il dit, tout ça, ça nous donne un goût amer dans la bouche. On se demande, pourquoi alors il est venu? Pourquoi? S'il savait qu'il allait être comme ça, il allait juste dire, ok, j'ai gagné les élections, je laisse tomber le tout, ok, que quelqu'un d'autre prenne le pouvoir. Ce n'est plus intéressant d'entendre ces choses-là. Moi, je soutiens Tshisekedi, peut-être par nostalgie. Parce que j'ai vu son père se battre. Et j'ai transposé cela au fils. J'ai vu le fils balbutier un peu de bataille au début, quand il était même le plus fragile possible.
Ça m'avait donné d'espoir. Mais puis, il n'y a plus rien. Il a fait certaines choses qui sont miraculeuses, presque. L'augmentation du budget national, le rééquipement de l'armée congolaise, le recrutement des jeunes Congolais dans l'armée, leur entraînement, tout ça, la réorganisation de l'administration, la construction des universités par-ci par-là, la gratuité de l'enseignement, la gratuité des soins médicaux pour les femmes enceintes, toutes ces choses, c'est merveilleux. La construction des hôpitaux, c'est tellement tant de choses qu'il fait. Mais c'est comme si il avait cet art de faire un pas en avant et deux pas en arrière. S'il vous plaît, soyez indulgents avec moi. Je ne suis pas en train de dire que Tshisekedi ne fait pas de bonnes choses. Je suis en train de dire qu'il fournit trop d'efforts pour rien. Parce qu'il fournit des efforts pour des résultats qui s'évaporent le lendemain. Vous vous rendez compte? À la fin de son mandat, quand il voudra partir, ou quand le peuple voudra qu'il parte, qu'on regarde, on va dire, oui, tu as fait toutes ces batailles pour arriver en bout de ligne sans victoire. Ça ne vaut pas la peine. Quand on fait toutes ces batailles, malgré les blessures, les morts, c'est pour qu'en bout de ligne, on remporte la guerre. Lui, il risque d'arriver en bout de ligne, ayant perdu la guerre, malgré toutes ces victoires qu'il a. L'une de ces victoires que j'aime lui ramener chaque fois, c'était la défaite stratégique qu'il a infligée à son homologue Kagame, que la RDC a infligée au Rwanda. Je m'explique. Avant que Tshisekedi n'arrive au pouvoir, la RDC avait un citoyen rwandais comme président. Ça, c'est réglé. La RDC versait des sommes colossales au gouvernement rwandais et d'autres gouvernements étrangers et d'autres personnalités étrangères, chose que Tshisekedi a changé. Mais la plus grosse victoire, c'était sur le plan international, où c'est maintenant les Congolais qui parlent au nom du Congo. C'est maintenant le président congolais qui parle au nom et pour le compte de la RDC, chose qui ne se faisait pas les 30 dernières années. Ça, c'était la victoire stratégique de Tshisekedi et la défaite stratégique de Kagame. Depuis, Kagame a mis des bouchées doubles pour récupérer ça. Qu'est-ce que Kagame a fait? Il a infligé des échecs, des pertes techniques sur le champ de bataille à la RDC. Il a gagné quelques victoires opérationnelles qui sont de taille, Goma, Bukavu, tout ça. Tshisekedi garde encore la victoire stratégique. Mais pour combien de temps? Parce que les Américains ne sont pas des enfants de cœur. Ce ne sont pas les personnes les plus honnêtes qui soient au monde. C'est un empire, l'Amérique. Et les empires marchent avec la force. C'est ça que vous allez voir, les présidents américains qui n'arrêtent pas de dire la paix par la force. Donc, quand tu t'imposes contre les autres et qu'ils acceptent ta puissance, ce qu'il faut, c'est que tu demandes, tu es en paix. Mais tu as imposé ça par la force. Et c'est la raison de cette guerre en Ukraine, où les Américains ne veulent pas perdre leur hégémonie en Occident. Ils sont une force hégémonique écrasante en Occident. Même s'ils doivent maintenant se battre sur d'autres régions, mais vraiment, du côté Occident, ça c'est américain, pur et simple.
Les Russes et les Chinois veulent changer ça parce qu'ils voudraient eux aussi avoir un mot à dire en Occident ou dans d'autres pays du Sud. Les Américains veulent les en empêcher et la guerre arrive. Pour revenir à la RDC, quand Tshisekedi a infligé cette défaite stratégique à Kagame, tous les Congolais devaient être derrière lui, afin qu'on puisse consolider maintenant des victoires opérationnelles et techniques. Et tactiques, je voulais dire. On n'a pas de victoires tactiques, on n'en a pas d'opérationnelles, et on ne soutient même pas le président de la République pour qu'il maintienne sa victoire stratégique. Notre pays risque de reculer, mais ce sera pour toujours. Quand vous voyez des gens comme Ruto revenir, vouloir s'imposer à l'est de notre pays, les Américains ne leur disent pas « Hey, touchez pas à ça, retournez chez vous. » N'osent. Les Américains ne disent rien. Pendant que ce sont les Américains qui sont nos partenaires dans tout ça. Alors vous vous posez des questions. De quel partenariat parlons-nous ici? Y en a-t-il un ou il y en a tout? Il n'y en a pas. J'ai tendance à penser au dernier. C'est que nous n'avons pas vraiment de partenariat stratégique avec les États-Unis. Mais ils nous empêchent, nous, d'avoir d'autres partenariats. Parce qu'il nous suffirait d'être suspectés par eux, que nous voulons voir ailleurs, le même jour, vous allez voir Kinshasa tomber. Si pas Kinshasa, mais au moins, vous allez voir Lubumbashi tomber. Et dès que Lubumbashi tombe, Kisangani va tomber. Les deux là, si ça tombait, c'est fini. Tshisekedi fera ses valises et va s'en aller. Et les Rwandais ont déjà planifié tout pour ne plus retomber dans les erreurs du passé. Parce qu'ils étaient tellement à l'aise. Ça fait 30 ans qu'ils règnent au Congo et partout. Ils ne voyaient pas les dangers leur arriver. C'est pour ça qu'ils n'ont pas vu en Tshisekedi une menace. Tshisekedi arrive, il devient une menace à laquelle ils ne s'attendaient pas. Et le Rwanda veut maintenant tout corriger. Ils ont des plans déjà en place. S'ils parviennent à ébranler Kinshasa et qu'ils prennent la RDC, ça va s'accélérer à une vitesse incroyable. Ce ne sera même plus des voies diplomatiques ou des affaires, ce sera ostentatoire, ce sera du visible, ce sera du tape à l'œil, ce sera du brutal. Ils vont tout de suite prendre l'est du pays, l'annexer au Rwanda, immédiatement. L'est au complet. Ils vont faire des massacres des gens qui leur seraient opposés et implanter des gens de leur choix, et ce sera fini pour la RDC. Alors, nos accords assignés aux États-Unis, qu'est-ce qu'on attend? Si les Américains ne sont pas pressés, c'est parce qu'ils cherchent d'une certaine manière à laisser le Rwanda gagner un peu plus de terrain pour qu'on ne puisse pas négocier d'égal à égal, que le Rwanda puisse s'imposer. Parce que de toutes les façons, que ce soit par le Rwanda, les Américains gagnent, par les Congolais, ils gagnent. Quant à faire, les Rwandais qui n'ont rien à perdre sont les meilleurs pour eux. Les Congolais vont imposer des lois, ils vont imposer d'autres restrictions, ils vont faire des demandes. Mais les Rwandais n'ont plus rien à faire. Tout a été fait à l'avance. Tout s'est déjà fait pendant les 30 dernières années. Ce que les Américains ne trouveraient pas mal que le Rwanda reprenne le commande des choses. C'est seulement Tshisekedi qui les en empêche. C'est que s'il faut faire partie de Tshisekedi, ils n'hésiteraient pas s'ils en ont une petite ouverture, juste une petite.
Et nous, Congolais, nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. J'espère que les Congolais vont comprendre qu'il faut tout de suite et sans attendre mettre le Rwanda mal à l'aise sur le terrain d'opération. Nous devons nous imposer sur les théâtres d'opération, car le Rwanda détient le gros bout du bâton. Il faut que nous le prenions des mains des Rwandais pour que nous puissions négocier d'égal à égal et que les Américains nous respectent. Sinon, ils vont tout imposer au président Tshisekedi, que lui, il aura le choix soit d'accepter ça parce qu'il va se dire, il est épuisé, il n'a personne avec lui, il accepte le tout, ou il va refuser et il va quitter le pouvoir. Ma peur est là. Je ne sais pas quelle est la vôtre, mais moi, c'est comme ça que je vois les choses. Et j'espère que vous allez comprendre qu'il nous faut, Congolaises et Congolais, que chacun se lance en offensive. Ce n'est pas tout le monde qui sera sur le champ de bataille. Ça, c'est pour les jeunes dans l'armée, la police et d'autres services de sécurité et de défense de la nation. Mais vous avez vos téléphones. Des vidéos comme ça, inondées Internet. Inondées partout, faites des vidéos pour la RDC et contre les ennemis de la RDC. C'est ça que nous devons faire. C'est la bataille la plus farouche. Quand les soldats savent faire leur travail, pourvu qu'on leur donne les moyens, et les moyens à donner aux soldats, ce n'est pas d'aller acheter de grosses armes. On les a achetées. Où sont ces armes? Le Rwanda les a récupérées par nos généraux. Donc, l'arme la plus puissante que vous devez vraiment trouver, c'est le meilleur soldat. Et le meilleur soldat, vous le trouvez comment? En prenant le fils du pays, lui donner la formation qu'il faut, mais aussi s'occuper de lui et de sa famille. Si vous donnez ça aux soldats congolais, avec ou sans armes, il gagnera la guerre. Vive la RDC, vive le président Félix Antoine Tshisekedi, que je soutiendrai jusqu'au moment où il choisira de passer en offensive ou il abandonnera. Hurrah!